Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Guiledo dans la commune de Massantola, cercle de Kolokani et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Le Maouloud, la naissance du prophète Mohamed, a été célébré hier par la communauté musulmane. Partout au Mali, les fidèles ont fait des prières pour la stabilité du pays. Des nouvelles de Kita sur cette célébration avec Mahamadi Alioubari. Développement du secteur maraîcher au Mali, l'institution agricole World Vegetable Center mène des travaux de recherche sur les variétés plus nutritives et qui nécessitent moins d'utilisation des pesticides. Le centre a reçu hier la visite du ministre de l'Agriculture. L'huissier de justice, ses missions et prérogatives, c'est le sujet de la chronique judiciaire signée Bemba Sibi. À l'affiche de la page sport du basketball, du foot féminin, la CAN Maroc 2025 et celle de 2027 qui sera organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les fidèles musulmans du Mali ont célébré hier soir le Maouloud, la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La fête a été marquée par des prières et invocations dans les mosquées et places publiques à Bamako et à l'intérieur du pays. À Kita, par exemple, les fidèles se sont massivement mobilisés pour implorer Allah afin qu'il étale sa grâce sur le Mali qui traverse une situation difficile. Les explications de Mahamadou Alioubari en ligne de Kita. Dans la communion, les fidèles musulmans de Kita ont célébré le Mawlud 2023, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans les mosquées et sur les espaces publics de la ville. Pour réaffirmer le soutien des plus hautes autorités, le gouverneur de la région a assisté aux séances de presse et de bénédiction à la grande mosquée de Sebougouni et à 3 autres endroits. Des moments de prière pour la paix dans le pays, une bonne campagne agricole et de prospérité. Alaoui Keïta, secrétaire général du Haut Conseil islamique de Kita. Le Maoul est un grand jour pour les prières et bénédictions qu'Allah nous montre l'année prochaine. Pour beaucoup de fidèles, la célébration de Maouloud constitue un moment également de solidarité et de brassage entre musulmans. Taïro Kouloubali, secrétaire général de la section Ansardine de Kita. Nous avons plusieurs coopérations ici réunies et ça montre que c'est la cohésion vraiment entre les musulmans. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Nous avons fait le tour de plusieurs prêches pour assister aux prières pour notre pays, pour notre région et pour nous-mêmes, afin que cette année soit une année de prospérité, de tranquillité et de bien-être pour notre peuple. C'est l'occasion aussi pour les uns et les autres de faire des bénédictions pour nos plus hautes autorités, en l'occurrence la transition, pour que Allah leur donne la force et la clairvoyance de diriger au mieux notre nation dans ces moments difficiles. Partout où le chef de l'exécutif régional est passé, les fidèles ont formulé des vœux de paix, de réconciliation et du bon vivre pour les autorités et l'ensemble des Maliens. Kita, Mohamed Alioubari, Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. C'est une institution agricole qui pourrait révolutionner le domaine maraîcher au Mali. Notez son nom, World Vegetable Center. Le centre est installé dans les locaux de l'Ikrizat à Samankou. Il mène des travaux de recherche sur les variétés homologuées par la FAO qui peuvent améliorer l'aspect nutritionnel des aliments et diminuer l'utilisation des pesticides. Le centre a reçu la visite du ministre de l'Agriculture qui s'est dit impressionné par ce qu'il a vu sur les pas de Lassine Dambélé Boubacar Kanouté. Le ministre de l'Agriculture dans les locaux de World Vegetable Center, logé dans l'enceinte de l'Institut d'économie rurale. L'IR est une firme qui évolue dans le domaine de la culture maraîchère avec des variétés adaptées au climat sahélien. Avec le changement climatique, ce secteur demande des innovations majeures pour mieux répondre aux besoins de la population. World Vegetable est une référence qui dispose d'un laboratoire de phytopathologie, la chambre de conservation des semences, la chambre de croissance in vitro, des équipements de dernière génération.
John Mafou, directeur pays World Vegetable Center. On se focalise sur la production de variétés ou bien la mise au pied de variétés qui sont adaptées à des conditions locales. Les changements climatiques viennent avec tout un tas de problèmes. Il y a aussi les maladies ravageurs. Les patrons de l'agriculture, après avoir sillonné les champs, reconnaissent les efforts en cours qui peuvent aider considérablement le pays en termes nutritionnels. Par contre, ils demandent une plus grande vulgarisation. Lassine Damélé, ministre de l'Agriculture. Si on se réfère aux résultats qui sont obtenus aujourd'hui, ça peut aider à améliorer fondamentalement le statut nutritionnel des Maliens. Et même les technologies qui sont en train de développer au-delà de la recherche variétale qui est en cours, de la résistance variétale à certaines maladies telles que l'attaque de jacide que nous avons connue au niveau de la zone cotonnière, les techniques qu'ils ont utilisées dans les sacs, les cultures hors sol, très souvent, quand Bamako s'élargit, ce sont des champs qui sont transformés en maisons à usage d'habitation. Or, c'est des gens qui restent nostalgiques des activités agricoles. Donc là, ils sont en train de mettre au point des technologies qui peuvent être utilisées à l'intérieur des villes, même si tu n'as pas beaucoup d'espace. Si tu as une terrasse, tu peux mettre des bâches et des sacs remplis de terreau et produire au moins les légumes dont tu as besoin pour ta consommation. Un bel exemple de coopération sud-sud, ce projet innovant arrive à point nommé, car il permettra de vivifier les potentialités agricoles, toujours au bénéfice des populations. Du terrain agricole, nous partons sur celui militaire. Une vingtaine de stagiaires en fin de formation à l'école de guerre se soumettaient hier à une évaluation par les experts militaires. À l'école de guerre, cela s'appelle une journée VIP. Cette journée permet de tester le niveau d'études des stagiaires. Le chef d'état-major général des armées qui a présidé la journée note bien les participants. Le compte-rendu est signé Mamari Kone. Tradition respectée à l'école de guerre du Mali, cette journée VIP permet d'évaluer les stagiaires à travers un exercice de synthèse. Ainsi, les 24 officiers supérieurs de cette deuxième promotion de l'école s'exercent à la planification et à la conduite des opérations au niveau stratégique et opératif. Et c'est autour de l'opération dénommée Irekou. Colonel Boubacar Tangara, chef du département enseignement opérationnel de l'école de guerre du Mali. C'est une opération qu'on soumet aux auditeurs de l'école de guerre. Et c'est pour les mettre dans une situation d'opération dans une alliance. On va les soumettre à des réalités du terrain où ils vont agir dans les différentes cellules pour répondre aux impératifs opérationnels. Prennent part à cette journée VIP l'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de services. À la fin de leur formation, les stagiaires sont désormais opérationnels et prêts à assumer de hautes fonctions de commandement dans les états-majors nationaux et internationaux. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Je suis vraiment très impressionné par rapport à ce que j'ai vu. C'est au-delà même de nos attentes. Effectivement, l'école n'a que pratiquement 2 ans, 3 ans d'existence et le niveau académique, que ça soit opérationnel, académique, vraiment c'est vraiment remarquable. Et c'est le lieu vraiment de remercier nos autorités politiques, que cette forte volonté politique qui a permis vraiment de mettre en place cette école dans le cadre de la formation et de l'entraînement de nos forces armées et de sécurité. À noter que l'école de guerre du Mali complète le cursus de formation des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité de notre pays. L'Office national de la santé, de la reproduction et UNFPA évalue le dispositif minimum d'urgence pour les services et soins de santé sexuelle et reproductive au Mali. C'est à la faveur d'un atelier qui vise à élaborer un nouveau plan en vue de mieux prendre en compte ces questions essentielles. On en sait plus avec Mariam Koulibaly. Intervenant dans les situations de crise humanitaire, le dispositif minimum d'urgence vise à prévenir la morbidité et la mortalité liées à la santé. Il couvre les services de santé sexuelle et reproductive les plus importants. Dr Ben Moulay Idriss, directeur général de ONA-SR. Au Mali, chaque 3 heures, une femme meurt. Chaque 4 minutes, un enfant meurt. Un taux de prévalence contraceptive de 16%. Voilà le tableau peint par rapport effectivement aux indicateurs de santé sexuelle et reproductive, surtout dans notre contexte actuel, le contexte humanitaire dont il s'agit. Ce qui veut dire qu'une femme qui porte un enfant au dos, nous devons tout faire
pour sauver cette femme d'une grossesse non désirée. Il s'agira à travers cette rencontre d'évaluer l'état de préparation de la mise en œuvre du dispositif minimum d'urgence au Mali et surtout d'alimenter l'écriture d'un nouveau plan. Cecilia Sanchez, coordinatrice humanitaire INFPI. Considère une priorité cette initiative pour pouvoir améliorer les conditions des femmes et des filles dans les pays, surtout ceux qui sont dans les situations de crise humanitaire, dans les régions les plus affectées par les conflits. La rencontre de 3 jours regroupe les représentants du gouvernement, du système des Nations Unies, les ONG ainsi que les organisations de la société civile. Sur la scène internationale au Burkina Faso, le gouvernement de la transition annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État dans un communiqué rendu public hier soir. Plusieurs personnalités impliquées dans cette tentative ont été interpellées et d'autres sont activement recherchées selon le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ce communiqué intervient quelques heures après un message du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans lequel il rassure de sa détermination à conduire la transition à bon port en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper la marche inexorable du pays vers une souveraineté assumée. Au Gabon, le Premier ministre Raymond Dongo Sima dévoile les étapes de la transition devant la presse. Sur le calendrier de la transition, il a suggéré qu'elle soit assez courte pour éviter un durcissement des sanctions politiques de la communauté internationale et des partenaires économiques du Gabon. Selon le chef du gouvernement gabonais, le dialogue national qui aboutira à la mise en place d'une assemblée constituante chargée de rédiger la future constitution pourrait avoir lieu entre avril et juin prochain. Dès la semaine prochaine, il doit lancer un appel à contribution aux Gabonais qui auront 2 mois pour soumettre leurs propositions. À Madagascar, les institutions religieuses entament une médiation à moins de 2 mois de la présidentielle. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes exprime pour la première fois son inquiétude quant à la situation politique tendue dans le pays. Face aux crispations croissantes autour du processus électoral, les dirigeants religieux entendent jouer le rôle de médiateurs. Mardi dernier, les 4 chefs d'église recevaient 12 des 13 candidats. De son côté, le collectif de 11 candidats a annoncé hier soir suspendre sa pré-campagne à partir du samedi prochain afin de dénoncer le traitement inégalitaire dont il fait l'objet par rapport au candidat Andry Rajoelina. Les 11 candidats accusent le gouvernement d'intérim et les institutions électorales de violations répétées des textes en vigueur dans le but de favoriser par tous les moyens les chefs d'État sortants. Et pour boucler cette page inter, l'Italie veut renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. La présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, l'avait annoncé. Hier, le gouvernement a adopté un décret qui prévoit notamment l'expulsion des jeunes étrangers s'ils ont menti sur leur âge réel. Désormais, les jeunes étrangers isolés incapables de prouver leur âge réel seront soumis à des tests médicaux et anthropologiques. Si ces tests ne confirment pas qu'ils ont moins de 18 ans, ils seront expulsés. Selon le gouvernement italien, il y a actuellement 21 000 mineurs non accompagnés dans le pays, dont 85% sont des garçons. Mali Actualité, il est 13h12 à Bamako. C'est l'heure du sport. En basketball, les 4 formations qui évolueront en première division sont connues à l'issue de la phase interligue tenue à Koulikoro. En football féminin, éliminatoire de la CAN Maroc 2024, pour le second et dernier tour, les Aigles dames affronteront la Guinée. Maroc en 2025, Kenya, Tanzanie et Ouganda en 2027 sont les pays hôtes des prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. AS Police face à Centre Omnisport de Missabou et Centre Omnisport de la Fiabou à partir de 15h30 en dames et à 17h, face sera aux prises avec le Centre Omnisport de la Fiabou. Ces rencontres sont les affiches des demi-finales de la Coupe du Mali de handball. Et la grande finale se jouera demain vendredi. Déjà hier, quelques rencontres de cette Coupe du Mali ont été disputées. Sur le tableau féminin, le centre omnisport de la Fiabou COL a été battu 24-28 par l'AS Police. L'USFAS perd 26-32 devant le centre omnisport de Missabougou. Sur le tableau masculin, le Sigre Kaya a battu 25-24 le centre omnisport de la Fiabou. L'AS Police a perdu 21-24
face à l'USFAS. Basketball à présent, les 4 formations qui évolueront en première division sont connues. Il s'agit du Centre Bintou Dambélé de Koulikoro et l'AS Mandé de la commune 4 en Daman. Chez les messieurs, les 2 formations sont le CRBT de Tombouctou et l'AS Commune 1. Ces 4 formations ont respectivement été classées première et deuxième dans les 2 poules à l'issue du mini-championnat de l'Interligue qui a regroupé tous les champions des différentes ligues régionales. Elles retrouvent l'élite la saison prochaine. Rappelons que cette phase Interligue s'est tenue à Koulikoro. Parlons à présent du football féminin éliminatoire de la CAN Maroc 2024. Pour le second et dernier tour, les Aigles Dames affronteront la Guinée. Après avoir dominé la République centrafricaine en aller et retour 7-1 et 3-0, quelques affiches de cette phase sont Sénégal-Égypte, Nigeria-Cap-Vert, Algérie-Burundi, Guinée équatoriale RD Congo, Tanzanie-Togo, Ghana-Namibie et Burkina Faso Afrique du Sud. Toujours en football, Maroc en 2025, Kenya, Tanzanie et Ouganda en 2027 sont les pays hôtes des prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football. À présent, la leçon du sport pour terminer. Le volleyball est un sport collectif ayant des caractéristiques particulières. Au volleyball, c'est 2 équipes constituées de 6 joueurs sur un terrain rectangulaire séparé par un filet qui s'affrontent. Les joueurs doivent faire en sorte qu'en touchant maximum 3 fois le ballon, que celui-ci touche le sol du camp adverse. Dans une partie de volleyball, le service est très important. La leçon de ce jeudi nous parle justement du service en volleyball. La leçon du sport du jour, signée Isaac Tchenou. Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu 2 équipes de 6 joueurs séparées par un filet qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Au cours d'une partie de volleyball, il y a ce qu'on appelle l'engagement au service. Le service est important pour une équipe de volleyball. Emmanuel Kamaté, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball. Le service, c'est le déclenchement d'une séquence de jeu en volley. C'est un jeu offensif qui permet de mettre en difficulté la réception de l'adversaire afin de marquer un point. Le service s'effectue en position d'arrière-droit. Tu peux utiliser la largeur du terrain, soit les 9 mètres, après le coup de sifflet de l'arbitre et disposant de 8 secondes pour servir. Une fois la balle lâchée, le serveur doit frapper avec la main ou n'importe quelle autre partie du bras. N'est-ce pas? Il y a plusieurs sortes de services. Nous avons le service bas, le service flottant, le service tennis, le service tennis machine. Les avantages du service sont multiples s'il est bien exécuté. Si le service a des avantages, il peut avoir également des conséquences. Des conséquences qui peuvent conduire à une défaite de l'équipe. Emmanuel Kamaté, DTN. Donc c'est pour déséquilibrer l'équipe adverse. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Quand vous manquez ou bien ratez un service, ça veut dire que vous perdez le point et vous perdez l'échange. La balle sera à l'adversaire et le point sera comptabilisé chez l'adversaire. C'est pourquoi on a 8 secondes pour se concentrer et renvoyer le ballon en difficulté chez l'adversaire. D'autre part, le volleyball se révèle efficace pour développer la confiance en soi et améliorer sa concentration. Il s'agit également d'un sport technique, tactique et stratégique, de quoi faire travailler l'esprit et favoriser son sens de l'observation. Chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur l'huissier de justice. Cet homme de droit intervient au début et à la fin de toute procédure judiciaire. De la remise de l'assignation à comparaître à l'exécution des décisions de justice, l'huissier intervient. Le rôle de l'huissier est peu connu. On y a recours, par exemple, que pour forcer un créancier à payer. Le rôle et la mission de l'huissier de justice, c'est le sujet que Bemba Sibi aborde aujourd'hui dans la chronique judiciaire suivante. Un huissier de justice est un officier ministériel qui établit des actes, délivre des assignations et procède à l'exécution d'une décision de justice. Il est chargé, seul ou avec le recours de la force publique, de procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires. Maître Youssouf Traoré, clerc d'huissier, commissaire de justice. L'huissier de justice est chargé principalement pour exécuter toute décision rendue par les tribunaux et les cours. Mais l'huissier ne peut pas aller en exécution quand même sans une décision de justice qui est assortie
d'une formule exécutoire. L'huissier de justice dispose du monopole de certains actes conférés par la loi. C'est ainsi que l'huissier de justice est seul compétent pour signifier et exécuter les décisions rendues par les tribunaux et les cours. L'huissier de justice intervient au début et à la fin de toute procédure judiciaire. La procédure commence par un huissier à travers la citation. C'est appeler les parties à venir à l'audience. Donc après la décision maintenant, après les débats et la décision rendue, c'est l'huissier qui est chargé d'exécuter cette décision aussi. Dans la pratique, les citoyens confondent souvent certaines fonctions de l'huissier avec d'autres professions. C'est le cas avec les agents immobiliers par exemple. Les agents immobiliers, eux, ils sont là pour uniquement la gestion des immeubles ou l'achat et vente des immeubles. Alors qu'un huissier de justice est chargé soit pour exécuter les décisions de justice. On appelle ça la procédure d'injonction des payés. L'huissier peut avoir la décision de justice sans même appeler les parties à la barre. Car on envoie l'huissier pour éviter le contact direct entre les parties. Or, quand on est appelé à la barre, la confrontation est inévitable. Avant de recourir au service d'un huissier, il faut convenir des honoraires car... En principe, l'huissier de justice est payé par le requérant. La personne qui demande, par exemple, l'expulsion d'un locataire, donc c'est le propriétaire de la maison qui doit payer l'huissier. Mais exceptionnellement, l'huissier peut être payé par l'État. Ça, c'est en matière pénale en réalité. L'huissier de justice dans ses missions n'a pas le droit de saisir les meubles qui sont nécessaires à la vie de la famille, comme un réfrigérateur ou une cuisinière, un instrument de travail nécessaire à une activité professionnelle comme un ordinateur, les biens de l'État ou encore ceux d'une entreprise en faillite. À 13h passées de 21 minutes dans les studios du 22 septembre 1960, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Les programmes continuent. Merci à tous. Bonne fête de Maouloud. À toute la communauté musulmane. Bonne suite de programme sur Radio Mali.